Bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'Afrique connaît une période de bouleversement politique rythmée par des coups d'État et de tensions politiques dans plusieurs pays. Du Mali au Gabon, en passant par la Guinée, le Burkina ou le Niger, les armées s'emparent du pouvoir. Dans d'autres pays comme le Sénégal, le Kenya ou encore la Tunisie, les tensions politiques se multiplient. Le tout dans un contexte de défiance populaire de plus en plus forte à l'égard des institutions. Comment dans ce contexte, les États peuvent-ils améliorer leurs relations avec leur population, notamment à travers la transparence et la communication? On pose la question à notre invité du jour. Il s'agit de Kwame Senou, président de Holding and Opinion Public. Bonjour à vous, Kwame Senou. Bonjour, M. Baldé. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment commentez-vous le contexte actuel que l'on vit en Afrique à travers donc plusieurs pays? Le contexte actuel se justifie par un terrain favorable. Ce terrain favorable a différents noms: crise institutionnelle, manque de confiance dans les institutions publiques et les politiciens, difficulté de la démocratie, partenariat contesté avec l'ancienne puissance coloniale. Tout ça a créé un terrain favorable pour que les militaires se voient comme la solution, comme l'arbitre du contexte politique de nos pays. Alors, justement, aujourd'hui, le fait que les armées interviennent, en tout cas, montre qu'il y a un besoin de repenser la gouvernance d'abord, avant de parler de moyens de communication. Selon vous, vers quel type de gouvernance en termes de justice, bien évidemment, les populations africaines aspirent-elles? Il faut comprendre que nous vivons dans un monde global où nos populations sont connectées. Elles sont aujourd'hui capables de comparer ce qui se fait chez eux avec ce qui se fait ailleurs. Et le problème, c'est que la gouvernance est restée essentiellement dans un mode d'État fort, d'État puissant, et même à la limite, certains diront un avatar de la puissance coloniale. Alors que ce que demandent les populations aujourd'hui, c'est un État véritablement à leur service, un État qui soit capable de répondre à leurs aspirations. Et dans la gouvernance publique, dans la communication publique, on ne ressent pas toujours que les préoccupations des populations sont prises en compte. Si vous prenez les données de l'étude Afrobaromètre, vous voyez très bien qu'il y a une différence entre ce que dit le gouvernement et ce que attendent les populations, notamment en matière d'éducation, de santé, de croissance économique, d'opportunités, pendant que l'État va plutôt parler de coopération, d'investissement, de sécurité. Alors, est-ce que là, on a besoin plutôt de ce qu'il faut faire ou plutôt de ce qu'il faut dire? Je pense que les deux vont de pair. On ne peut pas dire ce qu'on ne fait pas. C'est déjà un devoir d'intégrité. Et les deux vont tellement de pair que lorsqu'on ment, ça se sent également. La situation aujourd'hui, elle est justement là. C'est que les États, notamment les gouvernants politiques, ont passé beaucoup de temps à dire aux populations: nous allons vous apporter le développement, nous allons apporter la croissance économique, et ce n'est plus au rendez-vous. Donc aujourd'hui, il faille changer d'abord ce qu'il faut faire, mais aussi changer la façon de le dire. Pourquoi? Parce que les informations que partagent les entités publiques ont du mal à connecter avec les populations. Les populations ont besoin de réponses à leurs préoccupations et non de comptes rendus sommaires. Vous conviendrez avec moi que quand on lit la communication officielle, il y a très peu de réponses. Il y a juste des informations générales et les populations n'ont pas la capacité de faire cet effort, de décrypter le langage administratif parfois très complexe. En tout cas, il faut dire, mais avant tout, il faut faire. Il faut donc des actes sur lesquels on puisse communiquer. Maintenant, il s'agit juste de communiquer. Vous venez d'évoquer des points importants. Pensez-vous que les gouvernements sont au diapason par rapport aux outils technologiques, mais aussi par rapport au type de message qu'il faut transmettre de nos jours?
Les gouvernements sont restés encore à l'époque de la télévision nationale unique, de la radio unique, du quotidien national unique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde intégré avec des outils technologiques qui multiplient les canaux de communication. On parle des réseaux sociaux, on parle des plateformes digitales, on parle même aujourd'hui de la digitalisation des services publics et de la gouvernance en général. Tout ça pose des défis formidables en termes de capacité à connecter avec les populations, mais aussi de besoins de communication. Vous convenez avec moi que si le service du passeport ou le service de la pièce d'identité est en ligne, on ne peut pas juste se contenter de faire un communiqué pour dire que ce service est en ligne. Il faut expliquer comment ça marche dans un contexte d'analphabétisme élevé. Il faut expliquer comment y avoir accès, comment utiliser les recours. Donc, l'univers digital pose de nouveaux challenges. Mais il y a également une question de ressources humaines. Les gouvernants doivent comprendre que les ressources humaines ont besoin d'être mises à jour et mises au pas par rapport à ces nouvelles technologies. Et sur le troisième aspect qui me paraît essentiel quand même, c'est l'amplification. Les canaux officiels restent où nos États parlent et malheureusement, ça manque d'amplification. Et donc, le nombre de gens qui sont touchés est de plus en plus faible parce que ces canaux sont également de moins en moins importants. Et voilà. Alors, vous parlez de canaux sur lesquels s'expriment nos dirigeants le plus souvent. Vous faites allusion à quoi? Alors, c'est ou les télévisions publiques, vous le savez, ou alors ce sont les télévisions internationales ou les médias internationaux. Mais la question est de se demander quelle est l'audience réelle de ces canaux auprès des populations en général. Et notamment cet aspect qu'on oublie souvent, que 3/4 des Africains ont moins de 35 ans et donc sont jeunes. Lorsqu'ils sont lettrés, ils sont pour la plupart connectés. Ils utilisent WhatsApp, ils utilisent Telegram, ils utilisent TikTok. C'est là où ils vont chercher l'information. Il faut avouer que nos États sont encore en retard sur cet aspect-là. Nos États donc doivent se rattraper, notamment en termes de communication institutionnelle et envers le public. Alors, cela dit, si on voit aujourd'hui le contexte que nous vivons, vous parlez de canaux étrangers qui sont des fois privilégiés par les États. Est-ce que au sein du continent, il y a un narratif qui est développé et porté par des Africains eux-mêmes aussi? Alors, la question du narratif reste entier. Je crois qu'on revient encore à cet aspect information. Il faut aller au-delà de l'information et avoir un narratif cohérent. Nous n'avons pas un narratif cohérent au niveau continental et parfois même au niveau pays. Il est difficile de pouvoir toujours cerner la position des pays. Mais cette question me permet d'aborder le point crucial du canal. Nous ne pouvons pas être dépendants exclusivement des canaux extérieurs. Je ne dis pas que ces canaux portent un agenda, mais je dis que des canaux africains financés, renforcés par des pays seront des vecteurs de l'influence de ces pays-là et nos pays en ont plus que besoin. Il faut que nos pays comprennent qu'avoir des médias forts ou soutenir leur écosystème médiatique n'est pas seulement pour favoriser le débat démocratique qui parfois fait peur aux dirigeants, mais aussi est très important dans la relation avec le reste du monde sur des questions de réputation et d'image du pays. Alors, il y a aussi la question linguistique qui se pose. Quand on voit l'explosion des outils de communication, on voit que les langues locales ont toute leur place dans ces outils-là. À ce niveau-là, pensez-vous que les langues locales peuvent permettre, disons, de faciliter la compréhension entre gouvernants et gouvernés? Absolument, absolument. On le dit tout le temps que le taux d'analphabétisme est élevé, mais encore une fois, on ne règle pas le problème. Quand on parle de message, la langue dans laquelle ce message est transmis fait partie intégrante de la définition du message. Il est important, et nous le voyons encore, certains médias internationaux ont des chaînes en langue locale. Je parlerai du Hausa, par exemple, la BBC en Hausa et en Yoruba au Nigeria et en Swahili en Afrique de l'Ouest.
Si les acteurs étrangers comprennent cela, c'est à nous de comprendre davantage que c'est utile, qu'il faut multiplier les canaux. Et je suis toujours surpris qu'on oppose digital et langue locale. Non, les langues locales peuvent tout à fait être intégrées dans le digital. Il y a des podcasts qui peuvent être faits en Darija au Maroc ou en Baoulé en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment, je pense, un travail à faire. Et c'est pour ça que je dis la communication doit être une fonction stratégique et être pensée globalement au lieu d'être juste une distribution d'informations et de communiqués de presse. Alors, il y a des événements quand même qui peuvent marquer, c'est notamment les adresses des différents dirigeants et les chefs d'État lors des occasions nationales pour s'adresser au peuple. Quand vous regardez, vous suivez ces discours, pensez-vous que cela colle avec ce que la majorité peut comprendre? Est-ce que cela permet de répondre à des interrogations des populations? Quand nous regardons les chiffres, encore une fois, voyons que la confiance entre le gouvernement et les populations est généralement faible d'un pays à un autre. Il y a des variations, mais c'est généralement faible. Pourquoi? Parce que la confiance a ses piliers. Les piliers, c'est l'intégrité, c'est la transparence, c'est le fait d'être fiable, la fiabilité, mais c'est aussi le fait de privilégier l'intérêt commun. Si les adresses sont uniquement des déclinaisons d'un rapport d'activité, comme on le ferait à un conseil d'administration ou à une assemblée nationale, elles passent à côté de ce qui peut bâtir la confiance avec les populations. Il est important que ces adresses soient revisitées, ces discours soient revisités dans le sens de répondre à ces 4 piliers de la confiance. Est-ce que ce que nous avons promis a été fait? À chaque adresse, il y a des annonces qui sont faites, mais le point n'est pas suffisamment fait. Nous avons promis de faire 100 km de route. Aujourd'hui, nous en avons fait 50. Il faut pouvoir être responsable de ces résultats plutôt que de se vanter, parce que parfois, ça donne cette impression que le gouvernement utilise cette opportunité pour se vanter. En tout cas, il faut savoir avoir de quoi vendre pour le vendre au public. Autrement, il faut d'abord des réalisations qu'il faut communiquer de façon intelligente au public. Alors, tout ceci donc montre l'urgence de sensibiliser les gouvernements par rapport à ça. D'ailleurs, je note qu'en novembre prochain, une conférence internationale sur les gouvernements et la communication est prévue à Abidjan. Justement, en quoi ce genre d'événement peut sensibiliser davantage les gouvernements en termes de communication? Chez nous, au Top Institute, qui est notre think tank interne, nous nous sommes dit qu'il n'était plus nécessaire de se plaindre, qu'il fallait prendre des mesures. Et cette mesure, la première mesure, ça a été de créer la plateforme qu'est la conférence internationale sur les gouvernements et la communication. Le but de cette plateforme, c'est de permettre un échange entre les acteurs du continent et même des acteurs venus d'ailleurs pour aborder sereinement la question de quelle communication publique au service des enjeux de l'Afrique. Et le premier thème que nous avons choisi, c'est le thème de la confiance. Vous avez dû m'entendre le répéter plusieurs fois. La confiance institutionnelle est au plus bas. Et donc, ce thème, c'est renforcer la confiance entre les jeunes et le gouvernement, étant entendu que les jeunes représentent la majorité de la population. Donc, nous espérons au cours de cette rencontre faire un partage de connaissances avec différents acteurs venus du continent et en dehors. Nous avons d'ailleurs invité M. Alex Aiken, qui est le directeur des communications du gouvernement britannique, pour présenter la conférence inaugurale et donc partager avec nous l'expérience qui se fait au niveau de communication gouvernementale dans ces pays. Nous parlerons également de l'utilisation des données qui n'est pas toujours bien cernée par le secteur public, alors que le secteur privé en fait sa chose lorsqu'il s'agit de communiquer ou de vendre au public. Et enfin, nous parlerons des crises, parce que l'une des grandes leçons pour le continent pendant Covid, c'est que la communication est essentielle. Nous n'avons pas vraiment réussi à convaincre les populations qu'il fallait se vacciner, qu'il fallait respecter les mesures. Il a fallu quasiment la contrainte pour pouvoir obtenir des résultats.
Donc je pense que c'est des événements et des occasions importantes donc, pour sensibiliser davantage sur la communication. Alors on a parlé de différents États. Il y a aussi le cas d'autres pays qui se distinguent par leur bonne communication, notamment en termes de branding, en termes donc d'image de marque sur le plan international. Je prends le cas du Maroc. En quoi, si vous suivez le cas du Maroc, cela peut constituer un exemple ou inspirer à travers le continent? Le Royaume du Maroc fait un travail cohérent sur son secteur touristique et le Royaume comprend qu'il faut donc la réputation et l'image de marque internationale pour délivrer les bénéfices qu'il espère au niveau du tourisme. Et si vous prenez par exemple la dernière campagne du Royaume du Maroc, qui est Maroc, terre de lumière, il y a un narratif cohérent qui se décline en une marque cohérente. Et je pense que il y a d'ailleurs là une occasion de partage de connaissances. Certains pays au sud du Sahara ont choisi également le tourisme dans leur plan national de développement comme pilier de croissance. Donc, peuvent s'inspirer de cette expérience marocaine qui est d'avoir un narratif cohérent, une marque cohérente et d'aller sur les marchés émetteurs. Parce que là, le Maroc non seulement communique à l'international, mais aussi comprend que certains marchés émetteurs se trouvent au sud du Sahara. Et nous avons pu voir des communications du Royaume du Maroc dans ces pays-là pour pouvoir attirer les touristes. Le tourisme, on connaît sa contribution au PIB du Maroc et ça peut être un cas d'école. Et c'est ce que nous encourageons à travers la conférence internationale sur les gouvernements et la communication. Nous espérons d'ailleurs que des Marocains participeront à la conférence pour que nous puissions partager tout ce qui se fait de bien. En tout cas, vous avez évoqué le cas du tourisme. Il en va aussi de même dans beaucoup de pays où on voit la nécessité de mieux vendre les richesses locales en termes d'artisanat notamment et de savoir-faire. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Non seulement ça, mais même l'investissement. Attirer l'investissement est d'abord un exercice de communication. Pour ceux qui suivent les startups et qui voient comment les startups mettent de l'énergie à construire une image cohérente auprès des investisseurs, ils doivent comprendre que l'une des choses qui affecte nos États, ce sont les problèmes de communication. Si vous analysez la plupart des pays qui attirent de l'investissement et que vous allez, je donne un exemple, faire une recherche Google pour avoir les informations de façon actualisée et cohérente, vous ne trouvez pas de source locale. Vous allez forcément vous retrouver sur le World Factbook de la CIA ou sur le site du groupe de la Banque mondiale. Alors qu'il y a un narratif, il y a un enjeu. Valoriser les richesses locales, valoriser l'artisanat local. Comme je le dis, tout ça fait qu'on se rend compte que la communication est une fonction stratégique et non un accessoire qu'on confie juste à un conseiller ou deux dans un cabinet ministériel. Merci à vous, Kwame Senou. Je rappelle que vous êtes le président de The Holding Opinion and Public. Vous nous parliez donc depuis Abidjan en commentant ce contexte actuel de crise politique en Afrique à travers ces coups d'État, mais aussi la nécessité de revoir la communication des États. Et à ce propos, comme je le disais, il y a une conférence internationale sur les gouvernements et les communications qui est prévue donc le 10 novembre prochain à Abidjan. Merci à vous pour tous ces éclairages, Kwame Senou. Merci beaucoup, M. Baldé. Très bonne journée à Tanger. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.